Il y a des gens que l'on croise, on en croise tout le temps, mais qui retiennent un peu plus notre attention que les autres. Avec Eléa, c'était ça. On s'était déjà rencontrés dans une autre vie. On avait discuté à bâton rompu. 35 minutes. Plus ou moins à demi-mot. J'étais resté sur ma faim car cette jeune dame m'avait impressionné. Son calme, sa timidité, une impression de fragilité. Et pourtant, un feu se dégage. Une détermination, une assurance, même de l'autorité, une fois qu'elle commence à parler de ses passions. La place de la femme dans notre société et la littérature. Oui, car Eléa toujours ni au livre éveil. Bonjour Eléa. Bonjour Bonnie. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Effectivement. Pourquoi c'est intéressant pour toi d'étudier donc, ces thématiques sur la femme et son rôle de mère? Alors la première chose, c'est que je l'étudie effectivement dans le cadre de la littérature de la Caraïbe. Et pour moi, c'est important de l'étudier dans ce cadre-là parce qu'on en parle dans la littérature européenne, dans toutes les littératures. Mais moi, je voulais vraiment l'étudier dans le cadre de la littérature de la Caraïbe parce que je suis caribéenne. Ensuite, le rôle de mère. Je ne saurais pas te dire exactement d'où vient cette envie d'étudier la maternité, etc. Mais je sais que beaucoup de mes lectures, Gisèle Pineau, Maryse Condé, ont traité le sujet de la femme et en particulier de la mère. Et je crois que mon inspiration vient de là. À la lecture de tous ces ouvrages, quel portrait type tu pourrais me faire de la femme caribéenne? Ah, c'est super intéressant. Alors, le portrait type, il n'y en a pas. Ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs axes, par contre. La femme potomitan n'existe plus aujourd'hui dans la littérature de la Caraïbe. Enfin, quand je dis n'existe plus aujourd'hui, je parle des auteurs à partir des années 70, Gisèle Pineau, Maryse Condé également, pour ne citer qu'elle. Et elles mettent un peu de côté la femme potomitan. Elles ne la mettent pas de côté en l'évacuant de leurs ouvrages, mais elles la mettent de côté en faisant ressortir d'autres types de mères plus aux prises avec des réalités quotidiennes et qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas d'ailleurs, assumer ce rôle de pilier central d'un foyer. Donc la femme d'aujourd'hui, selon ces auteurs que j'étudie, est une femme qui expose ses difficultés, qui subit parfois les affres de la vie et qui se débat dans une société dans laquelle elle ne trouve pas forcément sa place. Alors justement, c'est intéressant, parce que j'ai envie de savoir alors, quel point commun tu as avec toutes ces femmes? Je ne suis pas une femme potomitan. Ce n'est pas une femme potomitan? Non, pas du tout. Comment est-ce que tu as échappé à ça? Puisque ça baigne dans notre culture. Oui, bien sûr. Ça baigne dans notre culture, mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et d'un côté, je pense que c'est tant mieux, parce que ça donne... Enfin, la femme potomitan, elle encaisse beaucoup de choses, elle a beaucoup de responsabilités, elle doit tout assumer. Et pas forcément... Femme potomitan, ça ne veut pas dire femme seule. Donc même lorsque le mari est à la maison, le papa est là, le compagnon est présent, c'est à elle de tout assumer. Moi, je ne suis pas une femme potomitan, je n'assume pas tout de A à Z dans mon foyer. Non, et ce n'est pas non plus une envie que j'ai. Je veux bien partager, bien sûr, avec mon compagnon, mais aussi avec ma mère. Avec, par exemple, j'ai une fille, donc avec ses grands-mères, avec ma marraine, avec mes tantes. Pour moi, l'éducation des enfants, c'est une affaire, bien sûr, au départ du couple et plus largement de la famille. Alors, Eléa, j'entends bien, effectivement, tu refuses d'être une femme potomitan, on est en 2019. Comment est-ce que ton compagnon a accepté l'idée? Parce que j'imagine que voilà, il a grandi tout comme nous avec cette idée de la femme qui prend toutes les responsabilités. Est-ce que ça a été facile de lui faire intégrer ça? Alors, cela n'a pas été une chose vraiment difficile à mettre en place parce que ce n'est pas une idée que j'ai eu à ancrer dans sa tête. Effectivement, lorsqu'on vit en couple, on rencontre quelqu'un et on décide d'emménager ensemble, il y a toujours des ajustements à faire de la part de l'un comme de la part de l'autre pour que chacun puisse trouver sa place. Et je pense que c'est au fur et à mesure, lors des premiers jours, des premiers mois, enfin lors de l'installation, que chacun, un peu, sans forcément mettre les mots, mais montre à l'autre où est sa place et l'autre également prend la place qui lui convient, qu'il aime, et tout ça dans une entente. Donc ça n'a pas été une chose extraordinaire. Et puis moi je le dis, je ne suis pas une femme potomitan, je le dis à qui veut l'entendre. Donc après, bien sûr, on est toujours dans le partage, dans l'échange. Et pour moi, le plus important, c'est ça, c'est l'échange et la communication. Eléa, je voulais revenir un peu sur ton travail de recherche. Oui. Quand un étudiant s'engage dans une thèse, c'est beaucoup de sacrifices. Effectivement. Parce que ça dure quand même, voilà, entre
ça dépend, mais entre 2, 4 ans et parfois plus. Est-ce que toi, le fait d'avoir choisi ces thématiques bien précises de la femme caribéenne et puis de la maternité, est-ce que c'est une façon aussi de dire, voilà, je suis une militante féministe? Alors non, pas du tout. Donc comme je l'ai dit, j'ai choisi ces deux thématiques, la mer et la Caraïbe. Par rapport à mes lectures, par rapport à des auteurs que j'affectionne particulièrement. Mais après, je ne suis pas une militante féministe. Je ne me reconnais pas dans les deux termes, ni dans le fait d'être une militante, ni dans le fait d'être une féministe. Alors pourquoi est-ce que tu rejettes ce mot de féministe? Alors, je ne le rejette pas, mais je ne me reconnais pas dans ce terme féministe. Pour moi, il englobe beaucoup de choses et pas forcément des réalités que moi je vis personnellement, qui se passent dans mon pays. Je parle de la Guadeloupe, comme je dis mon pays. Donc, je ne me reconnais pas dans ce terme, donc je ne le rejette pas, mais il ne me convient pas. On ne peut pas être féministe et noir? Je pense qu'on peut être féministe et noir, je pense qu'il y en a. Donc on va parler du féminisme noir. Généralement, c'est comme ça. Lorsqu'on parle du féminisme et des femmes noires, on rajoute féminisme noir. D'ailleurs, certaines auteurs ou bien des chercheuses, elles, africaines ou noires américaines ou noires antillaises, ont cherché d'autres termes pour définir l'identité de la femme. Elles ont par exemple trouvé ovarism, womanism, parce qu'elles n'arrivaient pas non plus à se reconnaître dans le féminisme tel qu'il nous vient d'Europe, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez troublant, parce que je me disais que des valeurs d'égalité, notamment de la femme, je me dis que ce sont des valeurs universelles et que justement, ça ne devrait pas être communautarisé. Le combat devrait être global pour toutes les femmes. On n'a pas la même histoire et je pense que tout parle de là. Pour revendiquer des choses, c'est parce que derrière, on doit défendre une certaine histoire, une certaine culture, une certaine vision de notre vie. Et on n'a pas ni la même histoire, ni la même culture, ni la même vision de la vie, ni le même objectif pour notre pays, qu'on soit par exemple aux Antilles ou en Europe. Une Parisienne et une Abimienne ne partagent pas forcément les mêmes choses. D'accord. Donc, d'où le fait que donc, tu rejettes ce thème de féminisme. Ou alors il faudrait dire que tu es une féministe noire. Non plus. Non plus. Je suis. Alors non, mais vraiment le terme féministe, moi, il me dérange parce que déjà il n'a pas cessé d'évoluer. C'est-à-dire ce qu'on entendait derrière n'a pas cessé d'évoluer. Des années 30 aux années 70, les revendications ont changé. Ça n'a jamais été les mêmes revendications et ça continue encore d'évoluer puisque plus la société évolue, plus les revendications vont être différentes. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter à des revendications préconçues et qu'on nous livre comme ça. Moi, je vis des réalités au quotidien. Alors, bien sûr, je suis une femme noire dans la Caraïbe avec des problématiques qui rassemblent d'autres femmes noires de la Caraïbe. Et c'est ce que je veux dire que je défends comme valeur. Le respect de la femme, sa place dans la société. Notre société, elle est en pleine construction. Donc, notre place dans cette société en pleine construction, qu'on ne va pas laisser seulement aux mains des hommes. Donc, ce sont les choses comme ça. Et malgré ce discours, tu n'acceptes pas d'être définie comme une militante. Pourtant, ce sont vraiment des propos de quelqu'un qui s'engage pour une cause. Oui. Donc, de militantisme. Mais je ne me reconnais pas dans le terme militante parce que je n'ai pas l'impression de faire forcément des actions au sens vraiment militante du terme, on l'entend. Par exemple, aller dans la rue, faire des conférences vraiment centrées sur le féminisme, sur la problématique féminine. Moi, je l'aborde, la problématique féminine, dans un cadre plus général, celui de la vie de la femme, qui doit être reconnue telle qu'elle est, avec toutes ses complexités, et une mise en avant, une mise en valeur de la femme. Mais je n'ai pas l'impression de livrer un combat. Et dans ta vie de tous les jours, j'imagine que ce sont des conversations qui peuvent t'arriver d'avoir avec des amis, de la famille. Oui, bien sûr. Donc ce sont des idées que tu fais passer. Oui. D'accord. Bien sûr, avec mes amis notamment. Oui. Parce que le militantisme, c'est pas forcément aller manifester dans la rue. Effectivement, bien sûr. Seins nus. Surtout pas. Comme les femmes, par exemple. Oui, mais non. Moi, non, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller... Non, je n'irai pas jusque-là. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ces femmes qui se disent féministes en revendiquant le fait de décider de leur corps, et donc on les trouve dans des concours de beauté, on les trouve dans des clips musicaux assez dénudés et tout. Est-ce que tu arrives à comprendre qu'il n'y a pas d'antagonisme entre se dire féministe et en même temps rester dans les clichés de la femme objet? J'ai l'impression que maintenant, alors le cliché de la femme objet, effectivement, dans les clips, qui est là, qui sert de faire valoir à l'homme pour montrer qu'il a à la fois la belle femme, à la fois la belle voiture, la belle maison, les plus beaux bijoux et beaucoup d'argent.
J'ai l'impression que maintenant, les femmes revendiquent ce statut-là. Elles disent oui, je fais ce que je veux effectivement de mon corps. Si je décide d'être le faire-valoir d'un homme, dans le cadre d'un clip par exemple, je fais ce qui me plaît, je ne subis pas. Parce qu'avant, peut-être que c'était subi et qu'elles ne se rendaient pas compte, parce qu'il n'y avait pas encore eu cet éveil de conscience. Pour elles, elles étaient valorisées. Mais il n'y avait pas encore eu cet éveil de conscience qui leur montrait que là, vous êtes en position de femme-objet. Maintenant, il y a eu l'éveil de conscience. Donc, je pense que les nouvelles filles, génération, les jeunes qui y vont, elles le savent. Pour la plupart, je pense qu'il y a encore une part d'obscurantisme chez certaines. Mais je pense que c'est un certain féminisme qui correspond sûrement à d'autres femmes que moi. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de devenir maman? Alors, un grand bouleversement, bien sûr. Surtout, effectivement, lorsque je travaille sur des thématiques complexes comme la mère et les traumas, les voies maternelles. Un grand bouleversement à la fois physique, mental. Par exemple, qu'est-ce qui te vient en tête, là, les différences majeures entre Eléa avant et puis Eléa maintenant, maman? Alors maintenant, je pense tout le temps à ma fille. Tout ce que je fais, je dois calculer en fonction d'elle. Avant, je n'avais pas forcément faire ça. Je me lève un matin, je décide, aujourd'hui, je me lance dans telle aventure, je me lance dans telle aventure, sans me poser de questions. Je n'ai pas perdu cette part de spontanéité, mais il faut beaucoup plus d'organisation derrière. Et pour moi, ça a été vraiment la différence majeure. Alors après, bien sûr, avoir un enfant, c'est recevoir une boule d'amour en pleine, en pleine face, si je peux m'exprimer. Exactement. Donc c'est merveilleux. Mais dans la vie de tous les jours, vraiment, le changement majeur que j'ai pu constater, c'est ça. On est toujours en train de réfléchir à comment mieux organiser notre vie pour que l'enfant ait sa place. Le projet, c'est combien? Alors, le projet initial était de 5. 5? Oui. 5 timounes? Oui. D'accord. Et puis, je pense que j'aurai sur ce projet-là. Mais c'est un projet. Pourquoi avoir... je veux dire, c'est rare de cette nouvelle génération de dire, tiens, voilà, j'ai envie d'avoir 5 enfants. Pourquoi? Je ne sais pas, je trouve que c'est un beau chiffre. Quand ta maison est remplie de 5 enfants, je trouve ça... Pour moi, c'est le nombre idéal. Non, mais pour moi, c'est le nombre idéal. Je ne saurais pas comment t'expliquer exactement, parce que je ne saurais pas t'expliquer d'où ça vient, mais pour moi, 5, c'est parfait. Ça fait une fratrie, une unité qui après va être soudée. Plus tard, quand ils vont grandir dans la vie, ils ne seront pas seuls. Je ne sais pas, pour moi, c'est tout ce que je te souhaitais, Léa. Je te remercie. Beaucoup de bonheur. Merci. Juste avant que je te laisse y aller, oui. Est-ce que tu peux me dire, comme ça, ce qui te vient, c'est quoi ta Guadeloupe? Ah oui, comme ça. Ma Guadeloupe. Pour moi, c'est un pays... J'aimerais que la Guadeloupe soit un pays dans lequel tout le monde puisse trouver sa place. Pour moi, ça, c'est important vraiment, que chacun trouve sa place. Parce que j'entends beaucoup de choses, je participe à diverses manifestations et je crois que beaucoup de problèmes viennent de là. On ne sait pas quelle place avoir en Guadeloupe. Alors c'est un problème identitaire, c'est un problème culturel, mais je pense que tant que personne n'aura trouvé sa place et donc sa valeur dans la Guadeloupe, tout ce qu'il peut apporter au pays, ça n'ira pas mieux. Merci. Elle ne m'a pas déçu. On discuterait pendant des heures. Son engagement, même si elle refuse d'avoir cette étiquette, sa passion, son équilibre, Eléa est vraiment un personnage. Je repense à son projet de famille heureuse. Ça, c'est plutôt inattendu. Pour le coup, ça m'a donné envie de découvrir tout l'opposé. Comment c'est quand on ne veut pas ou qu'on n'a pas pu avoir d'enfant?